Je vous recommande la boutique La Londoloise. C'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de mon Pao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous soit dit, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et juridique qu'on a lancé ici à CPL Télévision. Des questions importantes sont trouvées, mises sur la table. Un invité avec moi sur ce plateau pour tenter d'en parler. L'actualité dans le pays reste dominée par cette affaire des Jeeps. Est-ce un don du président de la République ou plutôt l'emprunt de l'Assemblée nationale? Est-ce mal que la République puisse donner des jeeps à ses députés? On en parle. Hier, une dizaine, presque une vingtaine même, des militants de Lamouka El Martin Fayoulou Madidi et Adolphe Mozit ont passé la nuit dans les caches de la police nationale congolaise. Ils avaient manifesté contre la loi portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante. Qu'est-ce qu'on reproche exactement à cette loi? On parlera également de la situation dans l'Est de la République avec l'état des sièges. Ça fait longtemps qu'il nous a visités, mais il nous fait l'amabilité d'être ce soir encore avec nous. Alain Bolodja, bonjour. Bonjour, en tout cas, merci pour l'opportunité. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Toujours un grand plaisir de vous avoir sur ces plateaux. Alain Bolodja, vous êtes chef ou patron d'un courant politique, mais vous êtes proche idéologiquement de M. Martin Fayoulou, jusqu'à aujourd'hui. Bon, idéologiquement, non, mais sur le plan de sa démarche, surtout en ce qui concerne l'exigence du respect de la Constitution et surtout de la volonté de la population, sur ce point-là, oui. Parce que déjà au départ, M. Martin Fayoulou, c'est un libéral, alors que nous sommes des progressistes. Ce qui veut dire que sur le plan idéologique, on n'a pas grand-chose en commun, mais sur le plan doctrinal, oui. Sur le plan de combat que vous menez actuellement. Exactement. Le respect de la Constitution, la volonté, la vérité des urnes et ce genre de choses-là. Exactement. Hier, on a vu beaucoup de militants de Martin Fayoulou manifester. Certains ont même été arrêtés. Vous-même, vous étiez à la marche hier? Non, fort malheureusement, je n'avais pas l'information. Et déjà, au départ, c'était quelque chose qui n'était pas préparé. Les jeunes se sont décidés d'y aller. Ils ont mené ce qu'ils pouvaient faire. Ils ont eu à lancer le message qui nous intéresse fortement parce que nous disons qu'il y a un problème que nous devons chercher à résoudre. C'est la présence de M. Félix Tshisekedi à la tête du pays. Et déjà, dans leur démarche... La présence du Tshisekedi pose problème? Pose problème parce que justement, il n'a pas été proclamé élu sur base de la loi électorale. Et M. Félix Tshisekedi est là par la seule volonté. Vous êtes combat-là, M. Alain Bolodja. Non, mais c'est ça. 3 ans plus tard. Non, mais 3 ans plus tard. Le monde évolue. Non, mais la Constitution n'a pas évolué avec le monde. Il faut d'abord commencer à changer la Constitution pour que nous changions les débats. Peut-être que les gens ne savent pas la volonté de la population. La vérité des urnes, c'est justement une volonté cristallisée de la population. J'ai comme l'impression que vous réclamerez la vérité des urnes jusqu'à la veille des élections de 2023. Non, mais la Constitution nous l'exige. Parce que vous parlez des élections de 2023, alors que nous avons connu un cas chaotique en 2018, et je ne vois pas comment on va résoudre le problème de 2023, dès lors que les personnes qui l'ont causé continuent à bénéficier de tout ce qu'il y a. Alain Bolodja, avançons, Félix est déjà président de la République, là c'est des rêveries, vous êtes encore dans les rêveries, ça nous fait Oui, nous sommes dans les rêveries comme le constituant, et je crois que c'est ça la meilleure des démarches. Parce que par moment, on considère que la vérité des urnes est liée à la personne de Martin Fayoulou. C'est faux. La vérité des urnes répond justement à la philosophie constitutionnelle au regard de l'article 5 de la Constitution et de l'article 70 de la Constitution. En principe, le président, la personne qui devait conduire à la destinée de la nation devait être revêtu de la légitimité nécessaire. Aujourd'hui, nous avons un monsieur qui a été proclamé élu en énervant de certaines dispositions de la Constitution, ce qui nous ramène aujourd'hui à la même question. Pourquoi nos jeunes ou nos amis de la Mouka, les jeunes de la Mouka se sont déplacés jusqu'au palais du peuple? Justement parce qu'ils voulaient assez que nous initions des réformes. Fort malheureusement, les mêmes personnes qui ont initié ces semblants de réformes de la centrale électorale, ce sont les mêmes personnes qui ont bénéficié hier
de la forfaiture électorale, moi je me dis, qu'est-ce que nous voulons en réalité? Parce que ceux qui ont eu à violer la Constitution ne peuvent pas, eux, à leur niveau, changer certaines dispositions de la loi. Parce que nous savons tous qu'ils ne seront jamais capables de faire respecter la Constitution ou de préserver les intérêts de la population. Voilà pourquoi nous, à notre niveau, tout en soutenant dans une certaine mesure cette démarche, nous disons la solution est la meilleure, reste la révolution. Voilà. Ok, allons justement dans ce pourquoi les jeunes ont manifesté hier. Ils sont allés à l'Assemblée nationale pour protester contre la loi votée, la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI. Alain Bolodja, qu'est-ce que vous reprochez à cette loi qui a suivi des canons normaux, notamment l'Assemblée nationale et le Sénat pour être votée? Qu'est-ce que vous reprochez à la loi qui a été votée récemment par le Parlement de la RDC? Bon, je crois que sur cette question, je vais plutôt donner notre position par rapport au soutien que nous avons eu à manifester vis-à-vis de nos amis qui se sont manifestés hier. Déjà au départ, nous sommes convenus tous, sans exception, au regard des dispositions pertinentes de la Constitution, de faire respecter la volonté de la population. Cette volonté de la population a été cristallisée. Et parmi les décisions que nous avons eu à lever ou à prendre, il y a notamment le mode de dévolution de pouvoir. Nous sommes dit, tous sans exception, que celui qui va engager la République doit être revêtu d'une certaine légitimité. Mais la loi n'est pas contre ça. Non, mais c'est ça, au fait, le raisonnement, en fait. C'est-à-dire que déjà, à ce stade, nous avons un problème. Il y a cette disposition-là se heurte aux réalités actuelles, aux factuelles, justement parce que au niveau de l'Assemblée nationale, il y a des gens qui n'ont pas été élus, mais qui se pavanent aujourd'hui, qui se présentent comme les représentants de la population. Ce qui veut dire que la philosophie constitutionnelle n'a pas été respectée. L'objectif constitutionnel n'a pas été atteint. Au-delà de tout ça, nous nous disons, bon, nos amis considèrent que nous devons évoluer, comme vous l'avez dit, et on doit envisager organiser des élections en 2023. Mais fort malheureusement, ceux qui sont au pouvoir s'organisent pour justement refaire le même exploit qu'ils ont eu à causer ou à en bénéficier en 2018. Ils se préparent déjà à la tricherie. Parce que déjà au regard de ce que nous avons fait comme état des lieux, comme diagnostic, au sortir, au lendemain des élections, tout le monde s'est rendu compte qu'il y avait un problème organisationnel, il y avait un problème fonctionnel et il y avait un problème de financement. Mais la loi votée n'est pas contre tout ça, M. Bolodja. Non, mais la loi... Est-ce que ce n'est pas chercher la petite bête noire? Non, mais je crois que les gens qui créent la confusion sont du côté de ceux qui prétendent être au pouvoir. Mais en réalité, en analysant profondément la question, vous allez, ceux qui prétendent, parce que jusque-là, nous ne sentons pas quelqu'un qui détient le pouvoir. Sincèrement, je ne le sens pas et je ne le connais pas. Je ne sais pas si vous pouvez m'aider. Si vous pouvez m'aider, si vous pouvez m'aider. Ne confondez pas la fonction et le pouvoir. Ne confondons pas la fonction et le pouvoir. Là en disant que c'est Kabila qui est encore au pouvoir. Non, mais rien n'a changé jusque-là. Aujourd'hui, a mis Kabila de côté. Non, mais attendez. Tout le monde sait qu'il a... Non, mais il a mis de côté où? Kabila était où? On l'a mis de côté où? Et qui est là aujourd'hui? Sincèrement, moi personnellement, je considère que le pouvoir est là sans autorité, sans président. Non, il y a des autorités, mais qui sont en dehors de nos frontières. Ça, c'est connu de tout le monde. Parce que ce n'est pas M. Félix Tshisekedi qui décide, c'est lui qui signe des ordonnances. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il n'a pas le pouvoir réel dans un État, dans l'État. Il n'a pas le pouvoir réel, mais il a le pouvoir de signer. Qu'est-ce que vous voulez dire? Que c'est un président télécommandé qui ne décide rien? Bon, tout démontre aujourd'hui qu'il n'a la maîtrise de rien du tout. Ce qui est vrai, c'est que au regard de la situation, au regard... C'est lui qui a lancé l'état des sièges, c'est lui qui a nommé le premier ministre. Non, mais c'est lui qui a proclamé, attention, c'est lui qui a proclamé, ce n'est pas lui qui a décidé. C'est lui qui a nommé le premier ministre. Non, mais c'est lui qui a nommé, qui a pris l'acte de la nomination, ce n'est pas lui qui l'a désigné. Et qui désigne? Voilà pourquoi j'ai dit, au regard de la question que vous avez eu à nous poser... Qui est derrière? Qui dirige le Congo? Non, mais il y a de forces occultes qui sont en train d'agir, et dans ces forces-là, il y a notamment Kabila, qui est protégé par ses centres d'intérêt, et aujourd'hui, nous sentons que M. Félix Tshisekedi est en train de patauger. C'est de la justement, effectivement, merci pour les compliments. Je crois que c'est ça la situation actuelle de notre pays. Le pays n'est pas gouverné. Le pouvoir est dans la rue. Personne n'a la maîtrise de rien du tout. Et on peut le démontrer aujourd'hui. Au regard de ce qui s'était passé. C'est-à-dire qu'en réalité, ce que nous devions faire,
si nous étions dans un cas, dans une situation normale, parce que nous sommes en face d'une situation atypique, on devait d'abord se poser des questions. Qu'est-ce qui n'a pas marché en 2018? Vous allez vous rendre compte, comme nous l'avons dit, qu'il y a un problème organisationnel. La CENI, au regard des dispositions de la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI, qui est en vigueur aujourd'hui, le bureau de la CENI apparemment avait plein pouvoir. Et pourtant, nous, dans notre démarche, au regard des réalités sur le terrain vécues en 2018, en 2011 ainsi qu'en 2006, en principe, on devait arriver à décentraliser la CENI. En quoi faisant? En rendant plus responsable ou en donnant plus de pouvoir au CEP, secrétariat exécutif provinciaux. C'est à ce niveau-là qu'on doit commencer à publier les résultats. Parce que déjà, lorsqu'on affiche les résultats, c'est une sorte de publication. Pourquoi ne pas le faire en passant par le média? Comme ça, on saura que tel candidat à président de la République a obtenu autant de voix dans tel coin de la République. Et cela va consolider davantage la transparence. Et le bureau de la CENI nationale ne fera que la compilation des résultats déjà publiés. Ça, c'est un fait. Ce qui veut dire qu'on devait transférer plus de pouvoir au CEP. Aujourd'hui, on l'a pas. Au niveau des provinces. Effectivement, au niveau de province. Aujourd'hui, nous n'avons pas vécu ça. Justement parce que tout le monde veut concentrer le pouvoir. Et pourtant, déjà au départ, on a connu ces problèmes-là. Cette question n'a pas été posée. Un autre problème, c'est par rapport au bureau de la CENI. Nous considérons que le bureau doit être constitué exclusivement de la société civile. Pourquoi? Parce que ceux qui compétissent... ça veut dire les 7 membres. Effectivement, 7, 8 ou 6, que tous soient l'émanation de la société civile, parce que nous savons, déjà au regard de leur statut, ils n'auront pas à compétir. Si on va continuer avec... Corneille Nangue est sorti de la société civile, est-ce que vous le savez? Non, mais Corneille Nangue... Voilà pourquoi j'ai dit, le problème c'est que les gens confondent... est sorti de la société civile, est-ce que vous le savez? Effectivement, voilà pourquoi j'ai dit, les gens confondent la fonction et le pouvoir. Nanga avait la fonction, mais n'avait pas le pouvoir, parce que c'était Basenguez qui détenait tout le pouvoir. Il faut seulement consulter la loi. Non, mais tous n'étaient pas les décideurs. Qui avait le pouvoir à l'époque? Vous voulez dire c'est Njoli? Kabila avait laissé Njoli d'avoir le pouvoir? Non, attendez. Le pouvoir était détenu par le membre du PPRD. Je peux citer ici, comment il s'appelait, Samba Kaputo. C'est lui qui dirigeait la CENI à distance. Et c'est lui qui a fait à ce que tous ceux qui ont été proclamés élus le soient. Ce qui veut dire que déjà là, il se pose un problème. Si au niveau de la plénière, contrairement à nos amis de la Mouka, qui considèrent que la plénière doit être constituée exclusivement de partis politiques, nous disons que la plénière devait en principe être constituée essentiellement de candidats présidents. Parce que déjà là, donc les bureaux totalement société civile, plénière, candidat président. Les représentants, les délégués des candidats présidents. Parce qu'il y aura des candidats indépendants qui doivent compétir, qui ont aussi besoin d'avoir des informations. Parce qu'on ne peut pas faire seulement profiter à cette transparence à ceux qui ont des partis politiques. Au Congo, on peut aussi avoir un président candidat indépendant. C'est possible. Voilà pourquoi la Constitution et même la loi n'a pas interdit. Donc, ce qui veut dire déjà, sur le plan organisationnel, il y a déjà un problème. Sur le plan fonctionnel, nous avons donné autant d'éléments déjà par rapport à la décentralisation, mais aussi par rapport au secrétariat exécutif national. On devait reconstituer justement pour permettre à ce que les décisions techniques ne se confondent pas aux décisions politiques. Parce que nous savons tous que la CENI a une dimension politique au regard des dispositions pertinentes de l'article 211. Donc, devant cette réalité, nous avons posé des questions de fond. Mais ce qui est surprenant, nos amis qui prétendent être au pouvoir nous ont dit qu'ils auraient opté pour la proposition de loi de M. Lutundula, mais en réalité, ils n'ont rien résolu. Même lorsque Lutundula a proposé 15 personnes, mais il y avait une répartition dans une certaine mesure assez équitable. 5, 5, 5. Mais aujourd'hui, nous avons 6, 4, 5. Sur base de quoi? Ceux qui ont falsifié l'histoire, ceux qui ont profité de la forfaiture électorale, pouvaient se dire qu'ils sont majoritaires, alors que cette majorité est contestée et contestable. Ils se donnent la part du lion avec 6 personnes, et ils donnent à cette opposition 4 personnes, et au même moment, ils donnent à la société civile 5 personnes. Ce qui veut dire qu'ils n'ont rien résolu. Et fort malheureusement, la société civile n'a qu'un seul représentant au niveau du bureau. Voyez-vous, sur 7 membres, ils se sont partagés, FCC Cash,
tous les autres postes et on nous dit non, il y a un président. Et en même temps, on crée une vice-présidence qui vide pratiquement toute l'acception du pouvoir du président. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, la question de fond n'a pas été abordée. Ce qui veut dire que tous ceux qui vont s'élever contre cette loi vont être accompagnés par nous. Nous soutenons à juste titre leur démarche, bien que nous ne soutenons pas dans l'absolu. Parce que nous considérons pour notre part, la solution n'est pas la réforme, la solution c'est la refondation de l'État et cela passera que par la révolution et non par des conciliabules. Voilà. Qu'est-ce que je suis censé comprendre? Vous êtes contre cette loi parce que vous pensez qu'il ne va pas dans le sens des réformes. Vous auriez voulu qu'on ait un bureau totalement société civile, comment ça s'appelle? La plénière. La plénière totalement représentée par les candidats présidents de la République. Aussi longtemps que ça n'aura pas été fait. Mais j'ai dit, est-ce que le problème, est-ce que c'est un problème d'homme ou c'est un problème de texte, monsieur Alain Bolodja? Non, le problème, parce que quand vous parlez de société civile, on sait que la CENI a toujours eu des présidents de la société civile, mais qui n'ont jamais été acceptés par les perdants. Non, mais voilà pourquoi j'ai dit, non mais attendez, même M. Félix, qui a été proclamé élu, a reconnu qu'il y avait beaucoup d'écueils, il y avait beaucoup de faiblesses. Et fort malheureusement, il n'a pas le courage nécessaire pour déclarer sa démission. Il est bénéficiaire de la forfaiture électorale. Il y a une nuance que nous devons insister sur. Contrairement à nos amis, nous soutenons leur démarche parce que justement nous considérons que la procédure ou la réforme n'a pas été suffisamment profonde. La réforme n'a rien résolu en dehors peut-être des appétits gloutons de partis politiques. Mais ce qui est vrai, nous sommes plutôt dans la démarche de la révolution. Parce que l'État congolais aujourd'hui est en crise avec lui-même. Le fait seulement que la population, qui est supposée, qui est d'ailleurs au regard des dispositions de l'article 5 et surtout de l'exposé des motifs de la Constitution, qui est détentrice du pouvoir réel dans l'État, est déjà en conflit d'intérêts avec ces institutions, on n'a pas besoin de réformes. Parce que les réformes qu'on va apporter, ce sont des réformes adaptatives. Et pourtant, le système reste. Donc, comment peut-on accepter? Table rase. Chasser tout le monde. En tout cas, il n'y a pas d'autre solution. Le pouvoir doit être détenu par la population. Et celle-ci aura la latitude de transférer à la personne de son choix. Parce qu'aujourd'hui, même si nous faisons ces réformes, nous aurons une seule difficulté. M. Félix Tshisekedi sera bénéficiaire de ces réformes. Vous vous imaginez? Quelqu'un qui a été façonné par Kabila en violation des dispositions constitutionnelles, quelqu'un qui a été proclamé élu sur base de clés ISB alors que la Constitution et la loi électorale insistaient sur le procès-verbal, c'est cette même personne qui aura à promulguer la loi. Tous ces députés-là qui ont été façonnés, qui ont été kabilocratiquement élus, ce sont eux qui vont faire la réforme. Voilà pourquoi nous disons la meilleure solution à faire, c'est de plutôt enclencher l'article 64 pour nous permettre cette fois-là que la population recouvre d'abord son droit de souverain et transférer le pouvoir à la personne de son choix ou aux personnes de son choix. Comme ça, on va relancer l'État. Parce que là, lorsqu'il y aura révolution populaire, on va avoir la facilité de convoquer... Qui va convoquer? Qui? Non, mais attendez. La population va convoquer. Qui a convoqué les assises de Sun City? C'est Kabila qui était président. Non, mais Kabila n'a pas convoqué les assises de Sun City, il était invité. C'est-à-dire que si on met la population en position d'opérer sa libération, eh bien, les forces vives de la société vont s'organiser pour convoquer cette fois-là le congrès fondateur. Et dans ce congrès fondateur, on va proposer un nouveau pacte social. Et dans ce nouveau pacte social, on va présenter la constitution de la 4e République où Félix Tshisekedi et Kabila ne seront plus jamais candidats. Le fait d'avoir violé intentionnellement la volonté. Redescends sur terre. Ça, c'est des rêveries, ça, c'est... Je préfère rêver que de vivre le mensonge du système. Le système ici que... Non, mais effectivement, le kabilisme continue. M. Félix Tshisekedi, en tant que néo-kabiliste, il continue avec le même système. Je préfère rêver que continuer avec ce système. Parce que c'est que les gens semblent négliger ou oublier. D'ici en 2060, on va totaliser 100 ans. Posons-nous la question. Sommes-nous en train d'avancer ou de reculer? Moi, j'ai dit que nous avons fait un revirement à 180 degrés. Le pays se meurt. Le pays se meurt. Rien ne va aujourd'hui. Même l'institution président de la République est frappée par l'ingouvernabilité. On n'arrive même pas à canaliser les énergies au niveau de la présidence, qui est une microstructure.
Ce qui veut dire que le pays se meurt. M. Félix Tshisekedi n'a pas de gouvernement, il n'a pas de boussole, il n'a pas de légitimité, mais il continue à nous amener dans un guet-apens. Voilà pourquoi nous disons la solution est la meilleure, c'est la révolution. Parce que grâce à la révolution, on va résoudre le problème de l'occupation, on va résoudre la question de la gouvernance, on va faire en sorte qu'on change les rapports. Vous ne croyez pas à notre démocratie. La démocratie congolaise, là, vous n'y croyez pas. Non, mais M. Félix Tshisekedi ne parle pas de la démocratie, M. Félix Tshisekedi parle de l'état de droit. Il ne parle pas de la démocratie. Et fort malheureusement, dans ces droits-là, nous ne voyons que sa volonté, comme loi suprême. Nous parlons plutôt de la démocratie. Le pouvoir doit revenir au peuple. Lui considère le pouvoir, il considère ce qu'on lui a donné, on l'a servi, et comme le pouvoir, et pourtant ce n'est pas le pouvoir. Aujourd'hui, M. Félix Tshisekedi n'a pas la capacité de donner des orientations et de se faire respecter. Nous pouvons vous les démontrer, il y a beaucoup de points. Qu'est-ce qu'on ne nous a pas dit ici par rapport à la question de l'Est? Aujourd'hui, M. Félix Tshisekedi a compris que ce n'était pas lui qui décidait. Peut-il nous donner l'effectif de personnel militaire dans la partie Est? Contrairement à ce que lui nous avait dit. Il y a des gens qui sont en prison justement parce qu'il y a un décideur d'un parti politique qui l'a voulu. Ce qui veut dire que le pays n'est pas gouverné. La structure de prix, le commerçant fixe le prix au regard de leurs intérêts et personne ne conduit. Il faut voir le comportement des chauffeurs dans nos rues pour vous rendre compte que le pays n'est pas dirigé. Il y a des agents qui ont fait 40 mois qui sont impayés. Et vous avez même cité un cas d'octroi de Jeep. Ce qui veut dire qu'il y a tellement l'immoralité et fort malheureusement le pays ne peut pas fonctionner ainsi. Aujourd'hui, tout le monde a compris que la corruption ou la pourriture commence par l'institution présidente. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes en difficulté. Le pays ne peut pas fonctionner ainsi. Voilà pourquoi nous disons, il revient à la population de recouvrer son droit de souverain. En faisant un soulèvement populaire. Non, j'ai dit, je parle de la révolution. Ok. Alain Bolodia, vous avez évoqué les jeeps. Parlons-en justement parce que c'était dans mes thèmes. Je sais que vous êtes contre l'octroi de ce jeep. Ça vous dérange en quoi que la République décide de mettre dans des conditions qu'il faille ces députés qui, par-dessus tout, sont quand même des représentants légitimes du peuple, qui, par-dessus tout, légifèrent et donnent l'architecture juridique qui conduit les pays. Pourquoi ça doit déranger que les députés reçoivent des jeeps? Non, mais attendez. Si dans tous les autres États, l'État ou l'administration s'organise pour doter aux députés des jeeps ou des véhicules, quoi de plus normal que nous fassions la même chose? Mais pourquoi alors on ne peut pas aussi s'adapter par rapport aux conditions des militaires, par rapport aux conditions des enseignants, par rapport aux conditions des fonctionnaires? Pourquoi doit-on faire de copier-coller par rapport à telle question alors que dans d'autres questions, nous n'arrivons pas à résoudre le problème? On a dit ici, on a dit à la population que l'État n'avait pas de moyens pour subvenir aux besoins des enseignants. Au même moment, on débloque plus de 25 millions de dollars pour donner aux gens qui sont déjà suffisamment traités, leur donner des jeeps. Et ce qui est aberrant, en suivant l'audio de ces fameux présidents de l'Assemblée, ces fameux politiciens de l'Union dite sacrée, il a dit clairement que c'était un don de M. Félix Tshisekedi. J'essaie de m'imaginer, il y a moins de 3 ans de cela, M. Félix Tshisekedi était dans l'incapacité de payer la caution de 100 000 dollars pour être retenu comme candidat. Il eût fallu qu'on invitât tous les membres du parti et les sympathisants pour mobiliser les 100 000. Il n'a pas su battre campagne, ce qui veut dire qu'il n'était pas riche avant. Mais aujourd'hui, M. Félix Tshisekedi se permet de donner un don de 25 millions de dollars, ce qui veut dire qu'en 2 ans, M. Félix Tshisekedi a été capable de mobiliser au-delà de 25 000 dollars. La question que nous devons nous poser, si lui a 25 000 dollars en moins de 2 ans, alors l'État congolais a aujourd'hui combien? Il y a quelle progression par rapport aux ressources de l'État pendant ces 2 ans? Comment l'État enregistre des déficits et de l'autre côté, la personne qui était supposée orienter les actions publiques s'est engraissée financièrement et de manière insolente. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, M. Félix, c'est qu'il confond la nécessité et la priorité. La priorité n'est pas de donner aux députés des jeeps. La priorité, c'est d'abord résoudre le problème des bases de la population.
Nous avons plus de 280 000 enseignants jusqu'à aujourd'hui qui ne sont pas payés. Mais l'État nous dit qu'il a l'argent d'acheter des jeeps pour des gens qui touchent déjà pratiquement toute l'enveloppe, 13 500 $. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, pour qu'un major des forces armées puisse toucher les salaires ou l'émolument d'un député, il doit faire 135 mois. Ça représente, ça va au-delà de 11 ans. C'est-à-dire que 2 mois suffisent pour couvrir toute la carrière d'un militaire. Mais on peut débloquer comme ça 25 millions. Mais si l'État congolais a le moyen, pourquoi les autres ne sont pas payés? Vous achetez des jeeps pour les députés. Il y a déjà 3 options là. On nous dit que c'était un don de M. Félix. L'Assemblée nationale a dit que c'était des prêts. Là, les députés vont souscrire, tout ça. Non, mais attendez, l'Assemblée nationale est représentée par son président. Hier, le rapporteur est revenu. Non, mais moi, je ne parle pas du rapporteur. Je parle du responsable, le principal, le président de l'institution, de la Chambre. Il a dit clairement que c'était un don de M. Félix Tshisekedi, justement pour récompenser ceux qui ont eu à respecter sa volonté ou sinon sa parole. En principe, il devait acheter 300, mais il va jusqu'à 500 justement pour démontrer aux autres la grandeur d'âme. C'est ce qui a été dit. C'est-à-dire qu'un individu au Congo peut se permettre de doter, de faire de dons à plus de 500 députés. Et si on prend en moyenne 50 000 $ par jeep, ça vous fait 25 millions. Nous devons demander cette fois-là à la DGI quelle était la déclaration des revenus de M. Félix Tshisekedi pour qu'il arrive aujourd'hui à faire un don de 25 millions. Ce qui veut dire que pendant que le pays s'appauvrit, M. Félix Tshisekedi s'enrichit de manière insolente. Aujourd'hui, il a une obésité financière jusqu'au niveau de donner un don de 25 millions. Il y a un autre monsieur qui nous a dit que non, voilà, c'était un emprunt. Mais attendez, si c'est un emprunt, quel est le nom de la banque? Et pourquoi on doit imposer les 500? Parce que dans l'emprunt, tout membre de l'Assemblée nationale peut souscrire. C'est une souscription volontaire. Non, mais volontaire, 500. Il n'y a personne qui a refusé. Quel est le nom de la banque? L'appel a été lancé quand? C'est du mensonge. Et l'autre dit, non, voilà, c'est un arrangement, c'est une dotation de l'État, et ce sont des jeeps de fonction. Mensonge! Bien que je ne fais pas souvent confiance à M. Mbosso, je crois qu'il a été plus sincère. Et d'ailleurs, quand il parlait, il y avait des réactions. Il n'était pas seul quand il parlait. Il ne s'adressait pas à nous. Il s'adressait aux députés. Ce qui veut dire, c'est ce que les autres savent. C'est que nous souhaitons que la population se prenne en charge. Parce que lorsque vous êtes en face d'une gestion de prédation, la meilleure des choses à faire, c'est d'enclencher l'article 64. Parce qu'il y a tous les décors de la révolution sont plantés et plantés. Parce que comment voulez-vous, alors que nos frères qui sont dans la partie Est ont des difficultés pour avoir des logements au regard de ce qui s'était passé, alors que l'État n'a rien dégagé en termes d'argent, alors que nos militaires ne sont pas suffisamment motivés et équipés, alors qu'aujourd'hui les enseignants ne sont pas payés, alors qu'il y a autant de problèmes, aujourd'hui, M. Félix Tshisekedi se permet de faire un don de 25 millions. Ce qui veut dire qu'il en a suffisamment. Et s'il en a suffisamment, ce qui veut dire qu'il a un pouvoir inutile. Et devant cette réalité, il n'y a que la population qui peut résoudre le problème. Donc il faut qu'on fasse la révolution même pour les jeeps des députés. En tout cas, je crois que l'article 104, tous les décors est Mais planté. quand l'Assemblée nationale, via son rapporteur elle-même, revient pour dire ça, vous ne croyez pas. Hein? C'est Non, une mais- manière de se laver, quoi. Non, mais il ne doit pas s'adresser à nous, il doit plutôt s'adresser à son président. Parce que qui engage l'Assemblée nationale? Ce n'est pas le rapporteur, c'est le président. Alain Bolodja est donc avec nous, nous faisons la lecture de l'actualité politique ici en République démocratique du Congo. Alain Bolodja, l'actualité, c'est aussi le séjour du président de la République prolongé dans l'Est de la République. Je crois que là, vous devez quand même fermer les radios, les télévisions et surtout ne plus critiquer. Vous étiez parmi les gens qui disaient ici qu'il est à l'Est, il y a la situation. Maintenant qu'il a installé sa résidence dans l'Est de la République, je ne vous entends pas l'applaudir, M. Bolodja. Non, mais c'est comme un parent qui va à l'hôpital, aller rendre visite à son enfant qui est malade. Il pose des questions au médecin et à la fin, il sort. Et pourtant, il y a une ordonnance qu'on doit prendre en charge. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'aller dans la partie Est. Ce que la population attendait, c'était des résultats.
Non, mais les résultats sont là. L'état des sièges a été lancé. Beaucoup Non, de mais localités attendez. récupérées. Les nationales récupérées, monsieur Boloja. Non, ça c'est ce qu'on vous dit. L'état des sièges n'est pas une solution. L'état des sièges, c'est une option. La question que nous devons nous poser, est-ce que c'était une option réfléchie? Parce que déjà au départ, vous allez vous rendre compte qu'il y a un sérieux problème. C'est le même jour où le gouvernement, le membre du gouvernement se sont rencontrés. C'est le même jour que la décision a été prise. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, tout le monde s'est rendu compte que la plupart des membres du gouvernement n'avaient pas encore la maîtrise des dossiers. Et aujourd'hui, et fort malheureusement, ils ont été lancés dans ces décisions. Ces décisions n'émanent pas du Conseil des ministres. C'était une imposition de M. Félix Tshisekedi. Et cela vient d'ailleurs. Au-delà de tout ça, on a senti qu'il y avait un problème d'opérationnalisation. Justement parce qu'il n'y avait pas un bon plan opérationnel. Il y a eu autant de tâtonnements. Il y a un problème fonctionnel. Justement parce qu'on n'a pas tenu compte des dispositions pertinentes du dernier alinéa de l'article 85 qui voulait à ce qu'il y ait une loi pour fixer les compétences, le domaine le passerelle de collaboration entre les entités territoriales décentralisées, déconcentrées et les acteurs ou sinon les gestionnaires militaires. Il se pose un sérieux problème de fonctionnement. On n'a pas tenu compte de la sensibilité de la question et de la protection de la fibre sociale, de l'équilibre de la fibre sociale. Aujourd'hui, les morts continuent à être de nombreux. Aujourd'hui, il y a l'insécurité. L'insécurité n'est seulement pas causée par les groupes armés, mais même par nos propres militaires et policiers. Il y a un enfant, notre enfant, le collier, a démontré à M. Félix ce qu'est les insuffisances de gouvernance en peu de temps. C'était une leçon magistrale. On lui a appris comment gérer le pays. On lui a donné des informations. Jusqu'à telle enseigne que M. Félix Tshisekedi a failli pleurer. Ce qui veut dire que vous avez un commandant, entre guillemets, en chef, qui n'a pas l'information que détient un élève. Il a dit qu'il n'était pas au courant, le président. Non, mais comment pourra-t-il être au courant? Parce qu'il ne se préoccupe que de sa vie, la vie de son parti. Parce que s'il était réellement président de la République, il devait voir cette question comme une priorité. Lui qui cherche à trouver des solutions aux problèmes qu'il ne connaît pas. S'il ne connaît rien, alors il ne sert à rien. Ce sont là des vérités que nous devons nous les dire. Comment peut-on expliquer un élève de 6e année ou de 5e année des humanités puisse avoir l'information que le commandant en chef n'a pas? À quoi ça sert les services de renseignement? Nous avons l'ANER, nous avons le DEMIAP, nous avons les services de police, nous avons tous ces gens-là, nous avons l'administration publique. Lui n'a pas l'information. Il coordonne quoi? S'il doit donner la direction, c'est sur base de quelles informations? Voilà pourquoi nous constatons, chaque fois qu'il y a des prises de décision, on se rend compte que M. Félix Tshisekedi est en train, effectivement, de patauger. Il n'a la maîtrise de rien du tout. Alors, il sert à quoi? Il ne sert à rien du tout. Parce que lorsque on parle de la gouvernance ou de la gestion, ce qui est important pour un décideur, c'est d'avoir de bonnes informations. Si vous n'avez pas d'informations, votre décision va se baser sur quoi? Voilà pourquoi il y a des erreurs. On continue à nous emballer comme ça. Donc vous pensez que l'état des sièges n'était pas une bonne décision? Non, mais j'ai dit en conclusion. Et quand on nous dit que ça produit des fruits, c'est... Non, mais des fruits où? Où? Parce que les gens de l'Est continuent à pleurer. J'ai dit en conclusion que M. Félix Tshisekedi a un pouvoir inutile. Ce qui veut dire qu'il ne mérite pas d'être président. C'est tout. Attendez les élections de 2023, Alain Boloja. Comme ça, non, mais si vous êtes pressé de mourir, pas moi. Hein. Moi, je crois que la chose que nous devons tous faire, c'est de l'envoyer en retraite anticipée. Nous devons avoir des gens qui sont plus sérieux, plus animés d'un esprit d'abnégation, qui seront au service de la population. Comme ça, on va se garantir d'une certaine stabilité. Nous sommes en compétition internationale. N'oubliez pas qu'il y a beaucoup de questions que nous semblons négliger aujourd'hui, qui vont nous rattraper demain. Nous avons 61 ans d'indépendance. Et jusqu'à aujourd'hui, les Congolais ne sont pas en mesure de donner ne fût-ce qu'un paquet de biscuits à leurs enfants. Aujourd'hui, il faut voir la situation de la population. Si déjà à Kinshasa, il y a des gens qui pleurent, posez-vous la question, qu'est-ce qui se passe dans l'arrière-pays? Parce que moi, j'ai fait le tour du Congo, je vous dis, la situation est catastrophique. Il y a des gens qui meurent de faim et personne n'en parle. Même les agents de l'État sont frappés par la pauvreté. Ce qui veut dire que le pays ne fonctionne pas. Alors, à quoi ça sert de perdre notre temps? Vous voulez qu'on laisse M. Félix Tshisekedi jusqu'au moins en 2023. Mais la question que nous devons nous poser, ça fait pratiquement 30 mois. Qui va supporter être impayé pendant 30 mois? Ça ne sert à rien. On va terminer cette émission à Boloja. Qu'est-ce qu'on retient exactement? On retient que la gouvernance est nulle. On retient que le président de la République est inutile parce qu'il ne fait pas son travail. Ça, c'est vous qui le dites. On retient quoi? Qu'il faut aller vers la révolution. En tout cas, il n'y a pas de choix.
Il n'y a pas de choix. Si vous voulez changer les choses, apporter un nouveau paradigme, il faut qu'il y ait la révolution. Il n'y a pas de choix. Parce que déjà, si on va dans... on essaie de considérer tout ce qui est développé par les doctrinaires en politique, vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, la machine est bloquée. Les systèmes politiques ne fonctionnent pas normalement. Parce que déjà, au niveau du régime politique, il y a beaucoup de cueils, il y a beaucoup de points de blocage. Ce qui fait que la structure économique ne fonctionne pas, l'organisation sociale est bloquée. Alors, ce qu'on fait d'habitude ou généralement, il faut faire sauter les maillons faibles du système. Il faut faire en sorte que tous ceux qui créent le blocage soient éjectés du système. Et comme ça, on va relancer tout le fonctionnement du système. Et probablement qu'on va résoudre le problème. Parmi les non, mais bien évidemment, parce qu'il n'a pas l'onction populaire et il n'a pas assez d'atouts pour être président. Voilà. Alain Bolodja, merci d'être venu nous voir. C'est moi qui vous remercie. Madame, Monsieur, cette émission est terminée. Merci également à vous de l'avoir suivi. Merci à l'équipe technique qui a fait un travail remarquable pour nous permettre d'entrer en contact avec vous. Retrouvons-nous lors d'un prochain numéro. Portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes. Bonsoir chez vous.